Mais sans l'avoir lu. Sans l'avoir lu, mais c'est parce qu'on avait eu beaucoup de discussions ensemble de littérature, puis on partage beaucoup les mêmes goûts. Alors, c'est sûr qu'il a fait confiance en mes goûts, puis c'est sûr qu'il n'avait entendu parler de ce livre-là, parce que c'est un livre assez célèbre, qui porte une réputation très forte. Juste par curiosité, est-ce qu'il y en a dans la salle qui l'ont déjà lu ou qui vont devoir le lire dans le cadre de la cour? Fini de le lire? Fini. OK. Ben, c'est ça. Ben, ça tombe bien, parce que plus ça avance, plus c'est bon. Alors, donc, voilà, donc, c'est que dans ce livre-là, ce qui me fascinait, c'était l'histoire d'amour des personnages et le mouvement historique qui se passait, et à travers ça, le message de Tolstoï, où il décrit une guerre où les perdants gagnent et les gagnants perdent. Oui, c'est ça. Les gagnants perdent. Alors, les gagnants, c'était les Français, et les perdants, c'était les Russes, et le colonel qui dirigeait cette guerre-là refusait de se battre. Il disait non, on recule. Alors, il se faisait traiter de lâche. Non, il faut se battre. Puis, non, il dit non, on recule. Lui, il ne voulait pas sacrifier de vie. Il reculait. Et en reculant, puis avec la saison, alors il y avait une arme une saison, qui est une arme. Alors, moi, je trouvais ça fascinant, et le livre traduit beaucoup. Donc, c'est à travers ça, Tolstoï fait une réflexion sur la guerre. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que c'est une guerre encore, excusez, il y a beaucoup de morts dans cette guerre-là, mais c'est une guerre encore, j'allais dire, à l'échelle humaine. Il y a des chevaux, on rentre un boulet dans un canon, le boulet part, on n'est pas dans l'air où on pèse un piton comme on a en ce moment. Alors je trouvais que c'était un moment, et on voit ça dans le roman, où on pouvait faire une réflexion sur la guerre à une échelle humaine, où la guerre est encore poétisable, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, c'est ça qui m'intéressait beaucoup, et c'est ça qui fait la force de ce livre-là. Mais là, une fois qu'on a dit ça, maintenant, il faut en faire une mise en scène, il faut amener ça sur la scène, c'est à 2000 pages, et là, on fait 1h30 de spectacle. Oui. Alors, j'imagine forcément, il y a des choix qu'on doit faire. Oui. Quels sont les choix qu'on fait? Qu'est-ce qu'on laisse tomber? Comment on fait ces choix-là? Nous, on a voulu faire, parce que ça, c'est toujours un peu, ça devient un running gag, là, un roman de 2000 pages, je fais un show, ça fait 4 fois que ça revient, là. On l'a dit à la présentation, le dit, toi tu l'aurais dit. Nous autres, on voulait faire un show autonome, une espèce de show. C'est pour ça que Tolstoï est là, il n'est pas dans le roman. Nous, on était, quand on a travaillé, Antoine et moi... Antoine Laprise, qui est le metteur en scène du spectacle. Plus je travaillais sur l'adaptation du roman, plus j'étais fasciné par le personnage de Tolstoï. J'ai découvert un écrivain fascinant. Un écrivain c'est peut-être l'écrivain qui m'a le plus fasciné de toute ma vie, parce que je suis un gars qui a beaucoup lu. C'est un des écrivains intellectuels qui m'a le plus fasciné. Et alors dans mes recherches, je me suis aperçu que même il y a beaucoup d'intellectuels qui l'ont imité. Par exemple, un gars comme Jean-Paul Sartre, ou, on pourrait parler même de Victor Lévy-Beaulieu ici au Québec, qui, c'est leur idole, fait partie de leurs idoles, et qui ont essayé d'être des petits Tolstoï. Alors, Tolstoï, c'était une espèce d'intellectuel. Donc, alors, dans ce spectacle-là, il y a le roman, mais il y a aussi Tolstoï, et ce que on visait, en tout cas, je sais qu'Antoine était avec moi, tout ça, pour moi, c'est comme un spectacle. C'est-à-dire, pour moi, c'est la pièce. C'est plus l'adaptation 2000 pages. C'est pour ça qu'on dit inspiré de... Oui, c'est ça. Alors, nous autres, si on peut résumer au niveau des coupures, c'est que nous, tranquillement, on s'est posé la question, on ne peut pas tout adapter. Parce que tout l'adapter, tout l'adapter, c'est le tuer. C'est-à-dire que ça durerait 7 heures et puis ça serait interminable, il y a beaucoup de personnages. Alors on s'est dit, nous, on va focusser sur des scènes mémorables. C'est-à-dire qu'on s'est dit, quand on a lu le texte, le roman, quelles sont les scènes qui nous ont le plus touchés? Quelle est l'essence, finalement? L'essence, quoi qu'on a laissé, on est obligé de se faire mal. Une essence. Ouais. On a été obligé de se faire mal, on a été obligé de couper, oui, comme le personnage de Pétia, par exemple, il y a des personnages qui, Marie, il y a des personnages qu'on est obligé de laisser tomber pour faire une durée qui était consommable pour un spectacle. Surtout qu'on ciblait aussi un public assez jeune, donc on ne voulait pas que ça soit trop long, en tout cas, toutes ces affaires-là. Alors, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on est... donc, on pourrait dire le trahir pour mieux le respecter, le roman. Alors, le reste de la distribution se joint à nous sous les explications de Louis-Dominique. Alors, juste pour vous les présenter, on a donc Julie Renaud ici.
Ensuite, on a Paul-Patrick Charbonneau et puis Jacques Laroche, qui étaient tous de la distribution. Alors, on a 15 minutes avec la distribution. Si vous avez des questions, simplement levez la main, je vous pointerai, vous pourrez dire vos questions et on laissera les comédiens répondre. Est-ce qu'il y en a d'entrée de jeu qui veulent briser la glace? Bien, moi, je peux la briser. Allez-y. J'ai même pas une question, c'est quelle merveilleuse mise en scène. Bon, ça va bien. Bravo, hein? Bravo. Bien, parlons-en justement de la mise en scène. Vous faites de la marionnette depuis très longtemps avec le sous-marin jaune. 120 ans. Avec l'aide du loup bleu, bien entendu. Mais faire de la mise en scène pour la marionnette, c'est autre chose que faire de la mise en scène pour une forme de théâtre un peu plus classique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme particularité de la mise en scène pour marionnette? Parce que je dois dire que j'étais dans le foyer avant le spectacle, puis je parlais à certains étudiants, puis je leur disais, est-ce que vous savez ce que vous venez voir? Ben, pas trop. Est-ce que vous savez que c'est un spectacle de marionnette? Oui. Mais il y en a qui le savaient, et puis il y en a d'autres qui ne le savaient pas, puis là, ils me regardaient, l'air de dire, c'est une blague, ça, mais il y a de la marionnette pour adultes, ça existe. De toute façon, c'était bien qu'ils ne sachent pas, parce que je pense que c'est toujours mieux que de ne pas le savoir, parce que ça n'a crissement aucune importance. Alors moi, j'ai volé le punch avant le show. C'est pas grave, non, c'est correct, on s'en fout. Non, mais ça n'a aucune importance. Fondamentalement, ça n'a aucune importance. Puis si vous pensez, ou si quelqu'un peut être assez zouf pour penser qu'un show de marionnette, c'est moins bon que n'importe quoi d'autre, c'est son problème. C'est son problème. S'il est pogné avec ses préjugés de marionnette, les marionnettes, c'est pour les enfants, s'il est pogné sur un préjugé sur que les enfants sont trop bébés, puis qu'il faut leur donner juste des marionnettes, puis que les marionnettes, c'est trop con, il faut leur donner juste des enfants, tant pis pour eux autres. La marionnette, c'est un art extraordinaire qui est plus vieux que nous tous, qui a des millénaires, qui vient de la nuit des temps. Probablement les premiers moments où les humains ont commencé à se dire comment est-ce que je pourrais représenter quelque chose d'autre que moi. Ils se sont mis à gosser dans le bois une petite affaire, ça a donné la première marionnette. C'est plus vieux que tout. Fait que, on s'en fout que ce soit de la marionnette ou pas. Ce que je veux dire, je dis ça de même, là, c'est juste pour donner un punch. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après ça, pour faire de la mise en scène de marionnette, oui, il y a des caractéristiques particulières, il y a tout un choix d'esthétique, il y a toutes des écoles de pensée, il y a toute une historique. Puis chaque proposition apporte ses propres problèmes à résoudre. La mise en scène, c'est résoudre des problèmes. C'est comme d'être dans un garage, le char arrive, il vient d'avoir un accident, il y a des problèmes, tu fais la liste, puis tes règles dans l'ordre. Dans ton exemple, c'est quoi le char? C'est le texte? Bien, il y a un char, c'est le texte. Il y a un char, c'est les marionnettes. Il y a un char, c'est le coffre à outils. Un char, c'est l'acteur. Fait que tu es pogné avec différents chars accidentés, puis tu essaies de faire un spectacle avec ça. Il y a quand même des pistes plus imagées, comme on ne ferait pas étêter un comédien Voilà. sur scène. Ça donne plus de liberté de la marionnette, je pense. Pour ça que j'en fais moi. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec peu de moyens, ou en tout cas dans un espace, dans le même espace limité qu'on a, on peut jouer sur les échelles de grandeur. Fait que si on avait joué la guerre avec des personnages à grandeur nature, bien c'est sûr qu'on ne rentrait pas dans le cadre de scène. Il aurait fallu qu'on déborde l'autre bord du cégep. Mais là, on peut le faire en petit. Fait que l'avantage, c'est que ça fait travailler l'imagination du spectateur. Le théâtre, c'est un art d'imagination, c'est un art de convention. C'est pas réaliste. L'art n'est pas réaliste. Même si on a tendance à penser un peu comme au 19e siècle en se disant que l'art, il faut que ça reproduise absolument la vérité, bien, c'est pas seulement ça. Puis la marionnette, bien, c'est une occasion justement de faire éclater les formes. Puis s'amuser. Puis de se donner de la liberté. As-tu d'autres questions? Des questions? Oui? Oui, allez-y. J'ai de la misère à comprendre le concept du loup bleu. Est-ce que c'est une sorte de conscience morale qui est là pour rappeler des trucs au personnage ou c'est là pour... Je vais juste répéter la question. Ouais, c'est une bonne question. La demoiselle dit, j'ai de la misère à comprendre le concept du loup bleu. Est-ce que c'est une conscience morale? Finalement, c'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'il fait là dans le spectacle? Bon. Parce que là, il se repose dans sa loge, évidemment, il n'est pas là pour se défendre, là. Non, mais c'est une bonne question, mais je vais répondre vite. C'est qu'en effet, le loup bleu, c'est le directeur de la compagnie. Fait que ça fait 20 ans qu'il est là, puis il est là à tous les spectacles. C'est lui qui dirige les shows. C'est lui qui narre. C'est lui le narrateur. Il est dans tous les spectacles. Fait que c'est lui la rockstar de la marionnette. C'est lui la vedette. Fait que c'est sûr que quand on ne l'a jamais vu, ça peut poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi il est là absolument? Fait que peut-être qu'on a manqué notre coup dans la présentation du loup dans ce show-là. Peut-être on a trop tenu compte du fait que les gens le connaissaient peut-être d'avance. Parce qu'il est de toute production. Ah ouais, il est là depuis le début. Ça fait 20 ans qu'il est là. Moi, je pourrais dire une chose, je pourrais ajouter, c'est que moi, ça m'a beaucoup aidé, les animaux en général, dans ma façon de voir l'œuvre. Mon adaptation de Guerre épais,
le loup bleu, même avec ses corrections, le coaching d'Antoine, m'a permis d'avoir un coup d'œil sur le roman déjà en décalé par rapport au roman de Tolstoï. Ça m'a permis d'avoir une distance poétique par rapport à l'œuvre, comment on appelle ça, un biais qui m'apparaissait, un angle qui m'apparaissait original. Ça m'a beaucoup aidé. Le personnage du loup bleu, le personnage du cheval en particulier, parce que c'est beaucoup Antoine qui l'a amené, en tout cas, les gens du sous-marin jaune me disaient que dans le roman, le cheval était très important. Et ça, c'était très tolstoïen, excusez le mot, le tolstoïen, parce que d'autant plus que moi, j'ai à peu près lu tout ce qui a été publié en français de Tolstoï, et il y a une nouvelle, c'est l'histoire d'un cheval, et c'est sa pensée. Donc, loup bleu, cheval, c'était une façon pour moi, en tout cas, d'avoir un angle qui m'apparaissait original pour aborder l'œuvre. Et un peu délinquant, si je peux m'exprimer, par rapport à Tolstoï, si on peut, un peu ludique. C'est un peu comme le passeur aussi, peut-être je me trompe, mais c'est comme le passeur entre l'histoire et le public qui est dans la salle. Oui, le bleu s'adresse directement au public aussi. Sauf qu'il y a crée une esthétique dans la représentation. Sauf qu'il y a plusieurs fonctions. Je sais qu'Antoine connaît mieux le loup bleu que moi, mais j'ai quand même participé à la dramaturgie de sa présence. Et il a plusieurs fonctions, et c'est ça que j'aime aussi. Il n'a pas seulement la fonction du conteur, il n'est pas que le conteur. Comme tu disais si bien, il y a un côté conscience morale, un côté presque didactique, un humour. Il y a une permission aussi qui lui est donnée. Étant un animal, il peut dire des choses sur l'être humain qui sont un peu différentes ou qu'un être humain nous dirait. Peut-être qu'on le prendrait moins bien, mais comme là c'est un loup, des fois on accepte certaines choses. C'est ça. Ouais, Ça lui permet d'avoir un angle, comme Louis-Dom disait, ou un recul par rapport à l'humanité. Il n'est pas dedans, il n'est pas émotivement impliqué dans ce qui se passe entre les êtres humains. Il vous dit, frères humains, je vous souhaite bonne chance. Qui établit une distance. Ouais, Moi, ça m'a donné beaucoup de confort dans l'écriture. C'est-à-dire que quand je m'attaquais à des scènes et puis j'ai trouvé ça, je disais, j'ai le loup bleu. C'est lui qui va parler à votre place? Pas nécessairement, c'est juste de m'accoter sur lui pour pouvoir raconter la scène. Okay. Mais ça, c'est même l'iceberg. Il y a plein d'affaires qui s'est coupé. Ça a été nettoyé. Mais moi, dans les versions d'écriture, ça m'aidait beaucoup à comme bouer dans l'écriture. Comme confort pour rentrer surtout par rapport à cette œuvre que moi j'admirais, et ce géant qui est Tolstoï. Disons que le loup bleu m'a aidé à rentrer dans l'œuvre. À l'affronter, voilà. Mais la distance est intéressante pour nous aussi parce que ça nous permet de saisir l'histoire en gros quand le loup bleu apparaît aussi. Il revient sur certains éléments importants. Ouais, c'est le théoricien aussi. Complètement. C'est une bonne question. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Elle dit oui. Quelqu'un d'autre a une question pour nos artistes? Est-ce que c'est dur de manier Les marionnettes? les marionnettes? Est-ce que c'est difficile de manier les marionnettes? Peut-être on peut parler de votre formation. Est-ce que vous êtes comédienne de formation? Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec le métier, comment ça fonctionne? Comment on devient marionnettiste? Ben, Oui, moi, c'est mon premier spectacle de marionnettes. Moi, j'ai une formation de comédienne, j'ai pas une formation de marionnettiste. Puis, on est tous des acteurs. Tous des acteurs. Ouais, c'est ça, tous en des fait. acteurs. Puis, je me suis fait embarquer dans ce projet-là par lui. Puis, je les ai regardés faire. Puis, en fait, on a fait beaucoup de laboratoires d'exploration aussi. Donc, en fait, moi, je vois ça beaucoup comme c'est sûr qu'il y a de la technique, mais c'est surtout aussi du jeu. Puis, c'est explorer toutes les possibilités, tout ce que tu peux faire avec une marionnette. Tu as un objet dans les mains, puis tu regardes, bon, OK, si je fais ça, ça donne quoi comme émotion? Si je fais ça, on peut aller jusque-là. Tu sais, c'est vraiment, dans les laboratoires, justement, on s'est donné champ libre pour essayer toutes sortes de choses. Mais c'est sûr que, tu sais, par exemple, quand je fais Natacha, là, c'est mon corps à moi. Donc, il y a quelque chose de plus près de moi qui est instantané.
C'est vraiment une autre façon de jouer que quand tu as un objet devant toi. Donc là, il faut que tu transmettes ton émotion à cette chose-là. Fait que c'est pas du tout le même rapport au jeu. En fait. Et l'émotion doit être suscitée par l'objet aussi. Ouais. Alors des fois, j'imagine que c'est des petits détails, comment on bouge la main, la tête. C'est tout un art de manier la marionnette de Lévis. Oui, puis c'est le fun parce que, tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on roule le show. Puis à chaque fois, tu découvres des nouvelles choses, tu te permets des nouveaux mouvements. Ou, il y a comme une liberté aussi que j'ai de plus en plus dans le jeu. Je suis moins comme dans la technique de « OK, je fais ça ». Au début, c'était plus comme ça. Puis là, je commence plus à m'amuser puis à pas moins penser à ces choses-là. Je voudrais juste ajouter aussi que le fait qu'une belle jeune femme puisse jouer Napoléon, on peut s'y croire, puis ce que ça amène. En tout cas, je trouve ça c'est fantastique. Est-ce que tout le monde a compris? C'est, Non, on disait, la dame disait, c'est quand même fantastique qu'une jeune femme, qu'on a vu la seconde d'avant faire la jeune première, puisse devenir tout à coup Napoléon. Ça permet de. C'est la marionnette qui permet ça. Oui, c'est la marionnette, c'est ça qui permet de passer d'un à l'autre. Moi, je me questionne à ce niveau-là. Est-ce que ça se peut que la marionnette continue le mouvement? Est-ce que ça se peut que la marionnette continue le mouvement? Qu'on puisse faire, nous, en tant qu'être humain. Oui, bien, c'est une projection du corps de l'acteur aussi. Parce que nous, en plus, nous, on est des acteurs qui utilisent la marionnette pour raconter une histoire. On n'est pas des marionnettistes comme tels. Fait que c'est pour ça qu'on est souvent à vue. Dans les shows d'Antoine, souvent, les marionnettistes sont à vue. Fait que tu peux choisir de regarder ou l'acteur ou la marionnette, mais c'est vraiment une projection de ton corps. C'est comme si ton corps était là. Puis au lieu de faire ça, ben, tu la fais bouger. Fait que tu montres comme un peu des chorégraphies. Et chaque marionnette, qui bouge pas pareil, dépendant comment ils sont construites, cousues. Tu peux essayer de faire quelque chose d'une marionnette, puis ça marchera pas, ça va être laid. Fait que tu fais, elle peut pas faire ça, mais elle peut faire ça, par exemple. Tu sais. C'est comme un rapport, c'est de connaître aussi ta marionnette, puis c'est de créer un lien avec ce corps-là qui est en avant de toi, qui devient aussi un peu le tien, mais qui est là. Au lieu d'être comme grandé là, t'es grandé comme en avant. Moi, j'irais plus loin un peu aussi. Je dirais qu'on vous fait à croire qu'on est bon. On est dans l'illusionnisme aussi. Je ne sais pas, on crée quelque chose. Dès le début du spectacle, on vous met tout de suite en complicité avec nous. Et puis, à un moment donné, vous vous laissez prendre, puis vous pensez qu'on est bon en marionnette. Puis, vous vous embarquez, puis c'est ça, on n'a pas une formation de marionnettiste. On embarque là-dedans un peu comme des acteurs. Puis on fait ce qu'on peut, puis on n'a pas de technique, mais on veut tellement, on croit tellement à nos affaires que vous autres, vous faites, oui, on le croit, puis on embarque. L'interprétation est là. Oui, l'interprétation est là, puis avec le temps aussi, on se trouve des petits mouvements. Mais on ne travaille pas d'arrache-pied à le millimètre près, là. On y va brut. Puis moi, je pense que, en tout cas, c'est une grande partie de la force du sous-marin jaune, c'est ça. On est des illusionnistes. Une grande partie des marionnettistes ont un peu de misère avec notre travail parce que, comme je dis, on arrive un peu comme des brutes là-dedans. Mais souvent, on reçoit ce feedback-là. Vous êtes des bons marionnettistes. Puis à chaque fois que je fais, on vous fait croire ça. J'ai l'impression. Ça revient un peu à la force d'imagination qui était évoquée tantôt. C'est ça. Il y avait une question, la demoiselle, derrière. Oui, allez-y. Pourquoi vous avez décidé d'utiliser différents types de marionnettes? Pourquoi avoir décidé d'utiliser différents types de marionnettes à travers le spectacle? Pourquoi, d'après toi? Ben, c'est ça, différents effets. Ben, on peut les classer en catégories assez simples. Hein? Si on fait la nomenclature, on a des marionnettes à gueule, ou à gueule, mettons, qui parlent, donc qui vont tenir un discours, qui sont des personnages principaux, qui ont beaucoup de texte. Tu as des personnages à plat, qui représentent soit l'aristocratie, soit l'autorité. Les deux pères, le père d'André, le père de Pierre, le général Koutouzov, Napoléon, l'autorité. Et ensuite, on a les bustes, les étiquettes, les fameuses étiquettes. Et on s'est inspiré des bustes, évidemment, du célèbre, de l'idée de la statue, du statuaire, puis
la grande figure historique, célèbre, donc il y a un buste, c'est comme sculpté par un sculpteur qui est célèbre. Puis finalement, ben, on a la piétaille, c'est-à-dire la chair à canon, les soldats un peu informes, plus ou moins personnalisés, qu'on aime pareil, on les aime bien, mais ils ont moins de personnalité. De toute façon, on les tue, on les démembre, on les arrache, on peut y remplacer ça. Hein? Des jeunes de même, tu peux en tuer plein, ces champs de bataille. C'est super cool. Pas de problème, il y en a plein. On aurait le temps pour une... Les pop-off. On aurait le temps pour une dernière question. Oui, mademoiselle, allez-y. Qu'est-ce qui fait en sorte que le personnage de Natacha est interprété par une comédienne alors que les autres sont surtout interprétés par des marionnettes? Hein? C'est bien ça la question? Oui, c'est ça? OK. Bon. Oh, oh! Ça, c'est vraiment Tous les regards la convergent. question avec la réponse la plus élégante. Ça m'a pris bien du temps à comprendre. Ça m'a pris 1 an. Une fois que le show était fait, j'ai compris pourquoi j'avais fait ça, puis qu'est-ce que ça donne surtout. C'est que Natacha est entre vous et la marionnette. C'est vraiment elle, le véritable intermédiaire. Puis c'est elle qui fait qu'à un moment donné, on peut... Bien, parce que elle, ça me permettait de faire des trucs que moi je trouvais ça vraiment très cool. C'était qu'elle avait une effigie d'elle-même, une poupée. Puis ça me permettait d'avoir un 3e degré, c'est-à-dire interprète, marionnette, poupée. Fait que là, j'ai 3 degrés, ce qui faisait que la comédienne peut donner sa poupée à la marionnette. Donc la marionnette est avec la poupée de l'actrice, vous comprenez ce que je veux dire? Bon, c'est toute la mise en abîme qui est intéressante. Mais ce que ça a fait, au bout du compte, c'est que ça permet aussi, par tout un jeu d'illusions, qu'à un moment donné, Pierre lâche sa marionnette, puis il devient l'acteur, puis il joue avec Natacha, qui, elle, est déjà actrice depuis le début. Mais tout à coup, c'est comme si la marionnette de Pierre s'est transférée dans l'acteur. C'est pas l'acteur qui donne son corps à la marionnette, c'est la marionnette qui a donné son corps à Pierre, à Jacques Laroche, qui est devenu Pierre Bezoukov. Puis c'est beaucoup à cause de Natacha que ça se permet, ça, cette convention-là. Puis c'est comme, ça, c'est comme de l'alchimie. Puis voilà, c'est la chose dont je suis vraiment fier, c'est qu'il se passe des affaires bizarres, qu'on ne comprend pas trop, mais il se passe vraiment quelque chose dans le passage entre les personnages et les acteurs. Je pense que Natacha permet ça, entre autres. Ça répond à votre question? C'est tout le temps qu'on avait, 15 minutes. Ça passe vite. Hey, merci. Je vous remercie d'être resté pour cette